Aujourd'hui, dans les ailes du Maroc, nous recevons une femme qui a choisi de redonner du sens à la finance. Première femme présidente du directoire dans une banque régionale de la BCP à Tanger. Première femme à diriger une banque participative. Mouna El Abnouri a su concilier performance et éthique, innovation et humanité. La banque qu'elle a dirigée s'est imposée comme un acte de confiance, prenant proximité, transparence et responsabilité. Mouna Marhabek dans les ailes du Maroc. Avant de parler de chiffres et de stratégie, sans parler un peu de ton parcours humain qui t'a amené vers la finance et l'engagement, quel souvenir d'enfance ou quelle rencontre a éveillé ton intérêt pour le monde économique? En fait, j'ai beau chercher, il n'y a rien de particulier en fait. Il n'y a eu aucune préméditation, aucune préparation. C'est venu. Des accidents? Non, non plus. En fait, je ne l'ai jamais cherché, mais je l'ai pleinement vécu, c'est ça. Okay. Donc, voilà, ce n'était pas recherché, mais j'ai eu énormément de plaisir et j'ai énormément savouré les expériences. Donc, tu n'avais pas dans la famille des financiers, donc dans ton parcours, tu disais, tiens, je vais financer le monde, financer les entreprises. Si, ma mère était, justement, faisait partie d'un groupe, un groupe bancaire. Elle dirige, enfin, elle était responsable d'une entité régionale qui faisait du financement. Ce n'était pas une banque, mais c'était du financement. Et ma mère était un véritable exemple. Elle a été énormément, elle a travaillé énormément et pendant longtemps, jusqu'à 65 ans. Donc, c'est certainement un modèle, mais bon, peut-être que je n'en ai pas eu conscience. C'est maintenant que vous en parlez que ça me revient. Mais voilà, beaucoup de curiosité pour le monde économique et les choses sont venues comme ça après le parcours académique, elles sont venues comme ça. Mais je le répète encore une fois, si c'était à refaire, je le referais peut-être. On reviendra, donc c'est-à-dire que démarrer sa carrière, tout le monde ne démarre pas sa carrière dans une banque, mais là on a vu, tu as démarré, on va dire junior et tu démarré junior présidente. Et ce qui est fascinant, c'est que dès le premier jour, j'étais éprise de cette entité qui m'employait et il y avait un esprit d'appartenance tel que ça y est, ça m'habitait et il était inconcevable pour moi de me voir ailleurs et je vivais pleinement l'aventure. Et peut-être peut-être on va dire jusqu'à cet attachement justement à cette entité qui a fait que j'ai donné le meilleur de moi-même et que j'ai fait la carrière que j'ai faite. Donc voilà. Tu t'es senti tout de suite chez toi, donc oui. Il y avait un ADN de cette banque. Je me suis sentie chez moi, j'ai eu un partage de valeurs parce que les valeurs étaient très importantes et j'adhérais parfaitement à ces valeurs-là. On va faire un aller-retour puisqu'on va après revenir en détail, mais tu étais dans une banque, on va dire, classique, et puis un jour, tu oses, tu passes dans l'autre monde, dans la banque participative, qui est, on va dire, une banque dont beaucoup de gens entendent parler, mais qu'est-ce qui a fait que cette banque où tu étais attaché, où tu étais dans des règles quand même qui étaient historiquement connues chez nous, à ce nouveau monde de la banque participative, quel a été le déclic? Pourquoi tu es passé d'un monde? Est-ce que c'est philosophique, personnel, religieux ou c'est juste un challenge? Qu'est-ce qui t'a poussé? Eh bien, je suis désolée encore une fois, je n'ai pas de storytelling à vous délivrer. C'est un concours de circonstances. En fait, j'ai été nommée, vous l'avez bien dit, en tant que première femme présidente de directoire à la BPR de Tanger. Et donc, c'était un honneur pour moi et puis c'était un véritable challenge. Les dossiers étaient lourds et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Sauf que la famille qui m'avait encouragée à le faire et était très content pour moi avait choisi de rester à Rabat et de ne pas me suivre à Tanger. Et à un moment, ça devenait difficile. TGV, je crois. Il n'y avait pas encore le TGV quand ça doit aussi, juste au moment où j'ai arrêté, le TGV a été lancé.
Et donc j'ai demandé, voilà, finalement, des fois, on a beau demander l'égalité, il y a le genre vous rattrape et les responsabilités vous rattrapent. C'est la famille, c'est peut-être pas que le genre, parce que peut-être que le papa aussi fait la même chose. Non, personne ne m'a demandé de le faire. Encore une fois, mon époux m'a énormément encouragé. Il est pour beaucoup dans la carrière que j'ai faite. Il est vraiment pour beaucoup. C'est un coach exceptionnel. Mais voilà. Je me disais qu'il y a un équilibre à avoir. Et puis, je peux être utile ailleurs. Donc, j'ai demandé à rentrer à Rabat parce que à Rabat, je sentais que il y avait du mouvement. Mais la présidence a vu que qu'ils avaient besoin de moi à la banque participative. J'y suis allée, bon, en étant un peu déçue, mais c'est le meilleur cadeau que m'ait fait le groupe, le meilleur cadeau. C'était une expérience exceptionnelle. Donc c'est vrai que là, quand tu as tutoyé, tu as été pionnière parce que tu as vécu quelque chose, c'est toujours, on rentre dans un peu l'inconnu, puis on se dit waouh, finalement ce qu'on pensait être peut-être une punition s'est avéré le plus beau cadeau, mais on va revenir tout à l'heure. C'est quoi les valeurs qui t'ont guidé parce que souvent dans ce monde qui est souvent de la banque, c'est souvent perçu, c'est costume, cravate, c'est tailleur, froid et impersonnel. Comment tu t'es frayé ce chemin pour rester toujours fraîche, toujours, on va dire, vivante, parce que souvent on n'a pas le sentiment que c'est un monde où l'humanité est très présente, peut-être vue de l'extérieur, donc peut-être que tu vas me contredire. D'abord, je suis très transparente, très spontanée, et je cherche toujours l'authenticité. Donc s'il y a des valeurs, c'est la transparence, l'authenticité et la performance. La transparence, c'est pour avoir la confiance des autres et puis installer justement la confiance. Si vous n'avez pas la confiance de votre environnement, rien ne peut arriver. L'authenticité, c'est pour être en paix avec soi-même, être dans la cohérence. Et puis la performance, là, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Pour la performance et rien d'autre. Vraiment, la performance désintéressée, c'est juste pour des exploits collectifs, mais une performance collective. Jamais dans une volonté de réussir uniquement, mais ça se fait toujours en équipe et ça doit toujours se faire en équipe. Donc l'idée, c'est de dire, le leadership, c'est être au service de mon équipe. C'est tirer et emmener une équipe vers le haut et la faire évoluer en performance et en capacité. D'accord. Voilà. Quel a été ton premier acte d'audace professionnelle? Parce que quand on voit le parcours, moi je vois, donc on démarre junior, on regarde, on observe, et puis quand on regarde derrière, on dit tiens, tout ce parcours, ça a été quoi Qu'est-ce qui a fait que peut-être qu'on t'a identifié, on dit tiens, celle-là, elle ira loin? Est-ce que tu as fait quelque chose junior ou un peu confirmé où on a dit celle-là Mon franc-parler. D'accord. Le franc-parler, c'est souvent... Est-ce que c'est toujours pris comme étant un point positif ou est-ce que tu as su mettre de l'empathie dedans C'est un franc-parler au service de la performance. D'accord. Jamais de méchanceté, jamais de rancœur, jamais personnalisé, mais toujours dire les choses de manière juste, en quête d'une meilleure manière de faire et de meilleurs résultats à obtenir. C'était uniquement ça qui me faisait agir et me faisait parler, et aucune rancune et beaucoup de respect. Quand bien même il y avait des accords, il y avait conflit, quand je dois respect, et quand on me doit respect, eh ben on me doit respect. Tu vas l'exiger naturellement, non, c'est vrai que tu sais te faire respecter. Que je l'exige. Voilà, donc quand on te connaît, on sait que ça rigole pas. Donc un franc-parler, donc tu arrives à démontrer qu'on peut être soi-même, être exigeant et avancer. Parce que souvent, on pense qu'il faut être un peu fuyant. Est-ce que ça t'a coûté un peu d'être ton franc-parler? Est-ce que ça t'a coûté par moment? Ou est-ce que ça a toujours été ta marque de fabrique et c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Écoutez, quand ça me coûte, ça m'a coûté avec ceux qui ne valaient pas la peine, et tant mieux que je ne sois pas restée dans leur sphère. D'accord. Donc, parce que ceux qui ont compris que mon franc-parler était au service de la boîte, au service de la performance, acceptent de bon cœur, parce que justement, c'est des suggestions. Je ne viens jamais contester, je viens
proposer des alternatives. Ce n'est jamais juste descendre, c'est dire peut-être qu'il faut, attention, ça c'est en train de nuire, faisons comme ça. C'est toujours dans un esprit constructif. Donc voilà, si on n'est pas capable de comprendre ça, et ben bon, tant pis. Hein. Donc c'est tout bénef de dire aujourd'hui, ça permet de... Tout bénef, et j'espère que... Mais c'est quelque chose qui est en train de se perdre. J'espère que bon, les gens vont peut-être recouvrir le courage toujours de dire ce qu'ils pensent en respectant les autres. Il y a juste 2 minutes, j'étais avec quelqu'un et en sortant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il m'a dit « Mais c'est tout toi. Tu nous donnes un coup de bâton et après tu es très poli et très... » Donc, mais c'est ça, c'est jamais méchant. C'est toujours dans un esprit constructif. Pour avancer, c'est-à-dire qu'on peut être ferme. Toujours pour avancer. Et être exigeant vis-à-vis des autres, dans l'intérêt... De toute façon, je ne suis pas dans ma propre boîte. Okay. Je suis au service de valeurs, d'une cause, de performance collective. Donc, Tu fais en sorte d'assumer tout en rappelant aux gens qu'on est là dans le cadre d'un projet qui dépasse nos petites personnes. Exact. Comment tu as façonné la culture de cette banque participative? Parce que moi je sais que peut-être les gens qui nous écoutent peut-être pas, ne sont pas clients de ces banques, on entend parler, donc quel est si on devait dire, quel est l'ADN? Qu'est-ce que personnellement avec ton franc-parler tu as mis dans cette maison et que tu penses que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs? Nous avons ensemble, dès mon arrivée, nous avons décidé des valeurs qui allaient véhiculer tout notre travail. Nous avons choisi éthique et performance, deux valeurs uniques. Éthique et performance. Et la performance était celle collective, je vous l'ai dit. On devait embarquer tout le monde. Tout le monde devait être imprégné par notre projet, devait adhérer au projet. Et je pense que on a ce qui est en tout cas, comment je l'ai vécu, comme une expérience à la fois familiale et professionnelle. C'est un peu bizarre, mais peut-être que il y avait beaucoup de jeunes autour de moi et ça facilitait ce sentiment-là de bienveillance envers une génération montante et la transmission bien sûr, et puis l'exemplarité surtout, et c'est se retrousser les manches, travailler, montrer l'exemple. Et ne rien laisser passer et aller vers tous les détails. Et la banque participative que j'ai eu l'honneur de diriger 7 ans durant a peut-être cette spécificité on la reconnaît justement à cette valeur-là, l'éthique. Quand on ne remet pas en doute, parce que c'est très clair chez nous, attention, il ne faut rien proposer qui ne soit pas validé, clair, attention à la performance. Et puis, il y a beaucoup d'expertise interne, beaucoup d'accompagnement et donc de proximité. Tout ça a façonné un peu et nous distingue peut-être, mais ce qui nous distingue le plus sur le marché, c'est cette expertise et cette proximité. Et là, les équipes... On fait le taf. Quelle décision stratégique t'a le plus marqué durant ton mandat? Décision stratégique pendant ces 7 ans, est-ce que tu as quelque chose, tu dis ça j'en suis fier, ou ça a été le point de bascule? Est-ce qu'il y a eu... J'ai tout au long de mon mandat été fière d'année en année parce que en arrivant, on a mis en place un plan moyen terme sur quelques années. Et on l'a présenté à un comité stratégie qui nous a dit « Waouh, c'est ambitieux, et vous avez un seul challenge, c'est la mise en œuvre. » En sortant, je regardais les équipes, je dis « Madame, ne vous inquiétez pas, on y arrivera. » D'accord. Et on y est arrivé, et on a dépassé, et là, c'est une véritable fierté. Vous savez, en arrivant à la banque, on était peut-être 5e ou 6e. Aujourd'hui, à fin septembre, on est 2e.
Vous êtes sur le podium, donc c'est vrai que toujours il y a des gens qui sont quatrième, c'est pas sympa, mais là première banque en termes de résultats. Ça fait 2 ans de suite, on a atteint le break-even depuis longtemps. En tout cas, on a été la première banque à le faire. Non, des résultats très, très, très encourageants, une fierté collective parce qu'il y a eu une adhésion totale des équipes, justement. Être femme dans la finance, c'est pas seulement, comme tu le sais, diriger, c'est incarner un changement de culture. Est-ce que tu as dû déconstruire certains stéréotypes liés à ton genre dans ta carrière? Et qu'est-ce qui te distingue, selon toi, le fait que tu aies un leadership féminin dans un monde qui considère encore comme très, très masculin? Des stéréotypes, certainement. Je ne vais pas vous dire que non, mais... Une anecdote? Le meilleur... non. Pas d'anecdote qui balaye un peu tout ça? Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Mais le meilleur moyen de les déconstruire, c'est de les ignorer. Les ignorer et puis démontrer par la performance et les résultats que ça vient qu'on soit homme ou femme, que ça ne tient qu'à la personne. Abstraction faite de son genre. Et puis imposer le respect. Moi, j'ai toujours, à chaque fois qu'on m'a posé des questions, quelle différence, vous en tant que femme, j'ai dit, mais quand je rentre à la banque, j'oublie que je suis une femme. On est un agent de la banque. Un agent, un dirigeant, un président, c'est tout. Non genré, donc tu dis aujourd'hui c'est ma compétence. C'est uniquement la compétence et la compétence collective, encore une fois. C'est quand on arrive à embarquer tout le monde. Parce qu'on dit toujours il y a le yin, il y a le yang, donc c'est pas. Ça faisait que on peut être femme dirigeante, avoir son style, sans pour autant dire qu'on est dégenré. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement. Oui, on a certainement la femme a son style parce que je pense, je parle diriger dans la bienveillance. D'accord. Peut-être que ça fait une différence. Justement, le leadership féminin, on est plus peut-être à l'écoute. On a plus. Une vue holistique aussi. Pardon? Une vue holistique. Exactement, on est en transversal sur tous les sujets. En tout cas, la porte est ouverte et on est là à tendre les bras pour impliquer. Et puis, quand il faut trancher, on tranche, mais sans froisser. D'accord. On tranche sans froisser, on redresse sans humilier, on est dans la bienveillance et ça fait qu'il y a énormément de choses peut-être. Moi, des fois, il m'arrive de dire, mais finalement, peut-être que j'y allais trop fort et non, c'est accepté parce qu'ils savent qu'au fond, il n'y a rien de méchant. Voilà. C'est bienveillant. C'est extrêmement bienveillant, c'est juste c'est vouloir faire grandir. Je suis là pour te faire grandir. Ça peut, comme un parent, passer par des redressements, par des mises en garde, mais c'est toujours bienveillant et c'est toujours dans ton intérêt et notre intérêt collectif surtout. J'ai dit, vous prenez la vitesse du train où vous descendez, mais je ne veux pas que vous descendiez. Je ferai tout pour que vous puissiez aller à la même vitesse. Donc c'est un peu en lien. Comment tu formes aujourd'hui, donc dans ton parcours, où tu inspires, on va dire, la jeune génération de femmes dans la finance? Parce que, je ne sais pas, tu nous diras quels sont les chiffres dans tes vies de dirigeante. Est-ce que tu as travaillé à compétences égales? Donc beaucoup de femmes entrepreneurs ou dirigeantes te disent, à compétences égales, j'ai toujours pris une femme. D'autres te disent, je ne me suis pas posé la question. Est-ce que c'était des sujets que tu regardais pour dire, je vais rééquilibrer un petit peu, ou est-ce que quand tu as démarré un projet de zéro, c'est né comme ça? Donc si tu peux... Je vais vous dire une anecdote. À un moment donné, on cherchait un responsable qui fasse partie du comité de direction et je leur ai dit, il nous faut un homme. On était toutes des femmes pratiquement. Et quand vous parlez de Dream Team, c'est effectivement une Dream Team, mais c'était une majorité de femmes. D'accord. Donc, elles étaient exceptionnelles. Et nous, on est allé chercher un homme, pour ne pas donner l'impression qu'on a favorisé, alors que c'est venu comme ça. Franchement, c'est venu comme ça. On ne pense jamais au genre quand on recrute.
D'accord. Peut-être, non, jamais, on ne fait pas de distinguo. Maintenant, comment on forme les jeunes, vous avez dit, comment on forme... Comment, les jeunes femmes qui rentrent, est-ce que toi, personnellement, tu as mis des programmes? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as un appui, tu as fait des choses particulières? Il y a une très belle expérience que j'ai vécue avant dans le groupe, qui peut-être n'existe plus, mais bon, on vous donne un parrain. Un mentor, un parrain. Un mentor, un parrain, et vous êtes à chaque fois appelé, vous êtes accompagné. Quand j'ai eu l'occasion d'avoir des recrutements dans un environnement, on va dire, proche, je veille justement à parrainer, à suivre, mais en tout cas, quand bien même il y a encore une hiérarchie intermédiaire entre moi et la personne, à chaque fois qu'il y a des interactions, je dévie un peu, il faut que je m'enquière que la personne est dans l'équilibre, parce que il faut pas se leurrer. Vous ne pouvez pas être performant si vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous pouvez pas être bien dans votre tête si vous ne vivez pas un équilibre entre vos vies, vos deux vies. Et donc c'est ça. Certaines femmes peut-être s'oublient au service d'une carrière, mais quand on peut concilier les deux, c'est magnifique, tant pour votre réussite professionnelle que pour votre réussite personnelle. Et c'est ça qui fait, moi je disais tout à l'heure que j'avais un bon coach, mais c'est l'équilibre familial, c'est ça qui fait la différence. On parle beaucoup d'intégration et on verra si aujourd'hui ce que tu dis, c'est beaucoup plus peut-être de l'intégration intelligente, parce que le Covid nous a amené à, on peut être à la maison et être au travail, à revoir un peu tout ce modèle, et donc savoir couper en annihilant les espaces. C'est-à-dire qu'on va travailler, mais on peut revenir, parce que c'est des vrais sujets quand on gère sa carrière, de se poser la question, est-ce qu'on peut concilier les deux? Je vais revenir sur la banque participative, parce que c'est quand même on a la chance de t'avoir, parce que c'est pas tous les jours qu'on aura quelqu'un qui a dirigé, lancé, qui a été premier de la classe en performance, numéro 2 en passant qui est maintenant sur le podium. On dit toujours que la finance participative, elle ne se limite pas à un modèle économique, elle est beaucoup plus, va chercher un peu la responsabilité sociale. Comment le modèle aujourd'hui participatif, à ton sens, peut-il contribuer à une économie plus inclusive? Parce que quand on regarde les chiffres, c'est encore, les autres banques, on va dire classiques, sont plus que majoritaires. Est-ce qu'on a intérêt à pousser un peu? Est-ce que ça va rester un sujet marginal, un sujet intéressant? Comment, si on devait faire un peu de prospective? Alors, l'inclusion, peut-être, quand on a parlé d'inclusion, c'est pour une tranche de la population qui a toujours refusé d'entrer dans les banques conventionnelles. Ou une tranche de population qui, quand bien même est cliente des banques conventionnelles, les utilise pour de simples transactions, donc ni de projet, ni rien du tout. Et c'est dans cette mesure-là en fait, il ne faut pas se dire que la banque participative est venue pour s'installer parce que la population a besoin C'est une petite niche. Okay. Elle est complémentaire. Je dis toujours que la finance participative est complémentaire de la finance conventionnelle. C'est un produit complémentaire, donc de l'offre financière globale. Et c'est une niche aujourd'hui, mais une niche qui a démontré qu'il y avait beaucoup de potentiel, et une niche qui est en train de s'installer petit à petit, tellement le modèle est plaisant. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé d'équilibre. Je disais, de plus en plus, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés avant toi, de grands penseurs, considèrent qu'aujourd'hui, il faut plus parler de vie intégrée que d'équilibre vie personnelle, vie privée, que ce n'est pas deux mondes qui se distinguent. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, et comment ton engagement professionnel s'inscrit-il dans ta vie et quotidienne et personnelle quand tu la matches avec le volet professionnel? Moi, je le disais, il n'y a aucune dichotomie. Je suis moi entière. Donc quand je suis au bureau, bien sûr avec mes collègues proches,
Je n'ai pas de complexe à parler des enfants ou à parler de... Et quand je suis à la maison, les pauvres, ça m'arrive de parler, bien sûr, il y a le secret professionnel, il y a tout ça, mais je n'arrive pas à faire abstraction aux grandes dames de ceux qui m'écoutent. Je n'arrive pas à faire abstraction de ma vie professionnelle. Je suis entière. Et quel que soit le lieu où je suis, je reste entière. Je suis un tout. Et je n'arrive pas à faire... Peut-être c'est un défaut, mais je n'arrive pas à dissocier. Au contraire, c'est ce qui fait aujourd'hui peut-être ta force, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être un tout dans différents espaces. C'est certainement... Comment tu partages aujourd'hui ces valeurs humanistes, cette façon de voir avec tes proches et ton entourage professionnel? Est-ce que tu as des astuces, des tips? Comment tu transmets? Est-ce que tu racontes, comme tu dis de temps en temps, voilà, il m'est arrivé des choses? Est-ce que tu as... Je pense que la meilleure des transmissions, c'est l'exemplarité. D'accord. Et comment elle se traduit par comment, l'exemplarité? Eh bien, quand mes enfants voient toute comment on va dire, tout le sérieux que je mets à la tâche, ça c'est énormément... Quand ils voient toute l'implication que je mets et toute l'authenticité que je mets, c'est beaucoup d'exemplarité. Et quand au travail, on voit que je suis une femme dirigeante, mais quand, on va dire, ma famille a besoin de moi, je trouve le moyen d'être disponible. Et je concilie entre les deux vies. C'est aussi, je pense, donner l'exemple sans pour autant rien concéder à cette performance et à l'exigence tant que je m'impose que je demande à l'entourage. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de laisser? Parce que beaucoup de gens, donc, quand on voit un peu ton parcours, est-ce que tu dis, on va parler de moi comme étant la première femme qui a piloté une banque participative? Est-ce que tu as une philosophie, une hygiène de vie, ou est-ce que tu as envie qu'on garde de toi une école de pensée, de l'exemplarité? Donc, qu'est-ce qui te ferait courir? Qu'est-ce qui ferait qu'on dirait, bah, tiens, j'ai envie qu'on dise ça de moi? En sortant de la banque, parce que ça fait pas longtemps que j'ai quitté donc cette dernière expérience à la banque participative, quelqu'un disait, mais on passait des comités avec des sommes faramineuses, on a grillé des dossiers importants et faramineux, et on s'en rendait même pas compte. On était dans la bonne ambiance et presque on nous aurait cru en train de raconter des blagues. On s'en rendait pas compte. Et justement, quand vous amenez des équipes jeunes à donner le maximum en étant contents, heureux et en les faisant grandir sans qu'ils s'en rendent compte et qu'ils se disent « Ah ben finalement, on est acteur, on est en train de faire des choses. » On est acteur, on est en train de faire quelque chose, on est en train de participer à la réussite. Je pense que c'est ça. Ce que je voudrais qu'on retienne, peut-être, et ce que je voudrais réussir le plus, c'est de transmettre un maximum et aider le plus de personnes à monter en compétences. C'est ça. Toujours faire grandir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été accompagnée au tout début par un mentor, un patron qui était très dur, mais qui nous a énormément appris. Et il est parti en retraite après 16 ans. On a gardé de très bons rapports. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, quand vous étiez là, on comptait les heures pour que vous partiez. Aujourd'hui, on réalise que vous nous avez appris énormément. Souvent, merci. Et je lui dirai jamais suffisamment merci, mais là,
ils nous jetaient dans l'eau, ils nous laissaient... C'est comme nos professeurs, souvent on râle sur ceux qui ont été plus exigeants et après on se rend compte que ça a été le plus beau cadeau d'avoir des gens exigeants pour nous faire grandir. Il était exigeant, mais il a cru... Il m'a dit, moi je t'ai détecté, je savais que tu allais... Donc, il m'a poussé, il m'a énormément poussé. Il était là et on reviendra sur ces rencontres qui changent parfois des vies ou là, qui accélèrent des... On dit toujours que derrière les réussites, il y a beaucoup d'épreuves, parce que souvent on voit la carte postale, mais certainement qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Quelle a été la période la plus difficile de ton parcours? Est-ce que c'était au début? Est-ce que c'était quand tu as changé de vie, entre guillemets, professionnelle? Est-ce qu'il y a des moments où ça a été beaucoup plus dur que d'autres? Est-ce que quand tu étais loin des enfants? Non. La plus difficile peut-être, mais j'ai pu la transformer, c'était un incident. J'étais encore au début à Rabat. Un franc-parler qui avait eu des conséquences. D'accord. Et donc, c'était juste avant que le patron dont j'ai parlé n'arrive. Et donc, j'ai été mise au placard. J'en ai profité pour aller faire un 3e cycle. Ah, tu vois, ça sert toujours à quelque chose. Oui, je ne perds pas mon temps. Moi, je ne perds pas mon temps. Et donc, en arrivant, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, ici? Sortez-la. Et donc, depuis... Donc ils t'ont permis de bonifier. Je suis allée le dire à la personne en question. Je lui ai dit merci. C'était ma manière à moi de revenir avec le. Ça c'est toi ça. Quel a été ton plus grand acte de courage professionnel au-delà de cette petite année? Donc est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dit peut-être tu as parlé pour tes équipes est-ce qu'il y a eu un moment où tu dis je suis fier de moi, j'ai poussé, j'ai fait ça? J'ai peut-être sans prétention, il n'y a rien eu de waouh, mais on a eu tellement. Mais un qui te parle ou que tu as envie de partager avec nous, peut-être en arrivant à la banque participative, que je mettais en place les avantages sociaux et que le groupe me disait attention, vous êtes une filiale. J'ai dit non, je ne suis pas une filiale, je suis une banque. Je suis en concurrence avec toutes les autres banques. Donc je dois donner les mêmes avantages que toutes les autres banques. Donc, et puis quand on a, c'est des petits, c'est rien de vraiment waouh, mais c'est des petites batailles, mais la somme fait que c'est pas mal, le résultat est pas mal. Vous savez, les micros qui font avancer le monde, c'est souvent on les voit pas, mais quand on les remet bout à bout, on se rend compte que c'est du waouh. Donc tu peux le dire. C'est quoi ta chanson que tu fredonnes? On peut descendre quelques madeleines avant d'atterrir. Est-ce que tu as une chanson que tu fredonnes souvent? Je la fredonne pas, mais quand je... le Feshia. Alors c'est une chanson religieuse. Et là, parce que c'est à la fois spiritualité et gaieté. C'est à la fois la foi et la convivialité, c'est très connu. Je vais l'écouter, mais peut-être que maintenant que tu me le dis. Quel est le mot qui t'accompagne dans les moments de doute? Est-ce que tu as un mot qui te porte? La ilaha illallah. Une œuvre ou une citation qui t'inspire pour diriger? Ça peut être aussi un film. J'y pense même pas. T'as pas une citation que tu dis, allez, ça peut être une prière? Les prières sont constantes. Et je trouve ça magnifique d'avoir cette foi qui donne la certitude que ça peut aller dans les pires moments. Ça, c'est magnifique, c'est magique. Donc ça casse un peu toutes ça vous donne une certitude. Un lieu au Maroc où tu trouves ton apaisement? L'apaisement, c'est en face de la mer. Mais si... un lieu peut-être apaisement en face de la mer, parce que là encore une fois je suis en dessous quand je suis en face de la mer, je pense à ce qu'il y a en dessous et j'ai des évocations donc pour spirituelles. Quel est le plat marocain qui te reconnaît à ton identité? Est-ce que tu as un plat qui dit waouh, j'aime bien? Il y en a beaucoup, mais un plat. Plat marocain, moi je suis très bonne cuisinière, donc alors, donc on viendra écouter ta cuisine. Oui, c'est avec plaisir, j'adore.
Alors, c'est quoi J'adore ton quand plat, j'ai du monde autour de moi. Ton plat? Quand Plat tu reçois préféré. des invités comme nous, que tu veux leur faire plaisir, tu leur offres quoi? De belles pastilles à varier. Ok, pastille, Voilà. mais j'adore aussi la pastille. Un objet personnel chargé de sens pour toi, est-ce que tu as un objet qui te parle, que tu as... Peut-être un bijou D'accord. que ma mère a mis beaucoup de temps à avoir. Elle a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps à avoir et que, bon, in fine, elle vous le transmet. Et c'est chargé de symboles parce qu'il y a toute la sueur qu'elle a mise dedans. toute la sueur qu'elle a mise dedans, ça c'est... Donc tu dis, tiens, je suis dépositaire d'un cadeau. Oui. Si tu devais recommencer ta carrière, qu'est-ce que tu ferais de différent? Mais Baguette paradoxalement, rien. Donc, tu reprendrais les mêmes et on recommence, on te met au placard, tu refais un troisième cycle, tu Au changes placard, il rien. ne faut pas croire, Voilà, ça je n'a pas taquine. dépassé 3 mois. Moi, je taquine d'abord, on taquine un placard, ça dépend, hein, je taquine. Oui, mais bon, ça, c'est pas... Non, Peut-être mais, ça que déconne. je serais... Même pas. J'ai cet esprit d'appartenance qui a fait que je suis restée, donc, et je ne le regrette pas, et j'ai fait une très belle carrière, et j'ai fait un bon vécu, donc tu es très heureuse bon. de tout ce que tu as fait. Je suis heureuse de tout ce que j'ai vécu, alhamdoulilah. Je le dis toujours, je suis gâtée, alhamdoulilah. Si tu étais une institution, tu serais quoi? Une école. Parce que il y a là de la transmission, il y a faire grandir. Est-ce que, un peu dans la même, est-ce que tu as un rêve qui te porte toujours? Un rêve. Oui, quelque chose que tu n'as pas encore réalisé, tu dis, est-ce que tu as un rêve? Refaire. Mon rêve, c'est juste, c'est préserver toute cette. Franchement, on est gâtés si et qu'on préserve tout ce qu'on a, qu'on garde la santé, qu'on garde la joie de vivre, qu'on garde la capacité à avancer, à donner, à réussir, à faire réussir les autres. Ça, c'est bon. Que veut le peuple? C'est bon. Et c'est quoi ton mot-clé pour les 10 prochaines années? Si tu avais un mot qui devrait t'accompagner dans les... Tu penses qui est important dans les 10 prochaines années? Est-ce que l'IA, c'est un mot pour toi qui est... Ou est-ce que c'est toujours philosophique ou spirituel? L'IA, oui. L'IA, c'est... Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là, elle s'impose à tous. Maintenant, il faut être vigilant. Il faut que l'IA soit à notre service et qu'on ne soit pas là à la suivre. Non. Il faut la dompter, vraiment la dompter, la surveiller. Mais sinon, c'est magique comment elle upgrade toutes les capacités. Et c'est comme ça. Il faut la prendre comme un super assistant. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu ta trajectoire, on voit que tu prouves que le leadership, il est en même temps exigeant, mais en même temps profondément humain, et qu'il a besoin effectivement d'être porté accompagné. Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, qui a été repris par plusieurs invités. Une de nos invités qui était à ta place a dit « Mesdames, choisissez bien votre conjoint, car s'il ne peut pas vous accompagner, vous risquez à un moment donné de vous retrouver avec des difficultés s'il n'est pas en capacité, surtout pour ceux qui se marient très jeunes, parce qu'elle s'était mariée très jeune. Et elle disait que c'était très important d'avoir et de faire le bon choix, de ne pas se précipiter, d'avoir, même si effectivement la vie est... Mais que c'était très important parce que tu dis, est-ce que le conjoint est quelqu'un de déterminant, et est-ce que ça te parle de dire le bon choix du conjoint pour une femme qui veut avoir une carrière? Moi, je pense que c'est absolument déterminant. Et quand on a la chance, comme moi, d'avoir un conjoint qui a compris que vous avez tout le plaisir que vous avez à vivre des expériences réussies et à vous épanouir dans votre vie professionnelle, parce que ça vous permet aussi d'être épanoui dans votre
votre vie personnelle et vice-versa, et qu'il vous donne le maximum pour vous pousser, vous coacher. Moi mon conjoint, quand avec mon franc-parler, il me dit jamais ne laisse tomber, je suis là, quel que soit même si on te met à la porte, c'est pas grave. Vas-y, fonce. Reste toi-même. Et c'est ça, hein. C'est le confort. Il a toujours été mon filet de sauvetage, et donc ça m'a donné de la gueule aussi. Ça t'a permis d'être là aussi, c'est ce qui est génial, donc d'être effectivement comprise et accompagnée. Effectivement, donc maintenant, confirmes. Pour celles qui n'ont pas eu cette chance, il ne faut pas que ça les arrête. Il ne faut pas baisser les bras. Et quand on a entrepris quelque chose et qu'on veut réussir, je trouve que c'est dommage de tout rater. Quand il n'y a plus rien à tirer, autant réussir d'abord sa vie professionnelle et sa carrière. Faire un choix et repartir peut-être. Oui, mais c'est tellement bien quand on a les deux, c'est magnifique. C'est clair. Toutes les belles choses ont une fin, on est en train d'atterrir. Donc, quel message tu voudrais adresser à une jeune fille qui voudrait aller dans le monde de la finance? Est-ce que tu dirais vas-y? Qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai dit, vas-y, attention, c'est prenant, c'est extrêmement prenant. Veille à ton équilibre. Mais vis pleinement, mais vis la chose pleinement. Mais attention à ne pas être complètement broyé par le système. Donc là, on va dire c'est toute une émission là, si on devait le faire pour bien comprendre. Mais ce que je retiens, c'est un beau métier, il faut y aller, si je devais le redire simplement. C'est un métier passionnant. D'accord. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie au-delà du poste et du titre? On m'avait déjà posé il y a longtemps cette question, mais bon, où j'avais entendu, je ne sais plus, mais j'ai la phrase en tête, je ne sais pas ce que c'est que réussir sa vie, mais en tout cas, il ne faut pas se dire sur son lit de mort, j'ai raté quelque chose, ou j'ai tout raté, ou j'ai des regrets. Et à chaque fois, la question que vous m'avez posée, si c'était à refaire, cette question, je me la pose souvent. D'accord. Et à différentes étapes. Et je suis à chaque fois heureuse et comblée quand je dis, je referai la même chose, je déciderai de la même chose, je prendrai les mêmes décisions, prendrai le même chemin. Mais réussir sa vie, c'est d'abord avoir accumulé énormément de bons moments, avoir beaucoup de monde autour de soi, pouvoir justement toujours être entouré, et puis avoir des succès à fêter ou de quoi être fier. C'est ça, réussir. Merci Mouna Alvinioli pour ce témoignage fort et lumineux. Tu nous rappelles que la finance, quand elle sert la société, devient un acte de foi. Oui. Comme j'ai toujours, ici on ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À la prochaine.